Universitaire, militant associatif et défenseur d'un islam progressiste, Akbar Abdul Rassoul est issu d'une famille bourgeoise chiite d'ascendance indo-africaine. Né en 1986 à Bukavu, dans l'est de la RDC, il grandit au Burundi avant de s'exiler en Suède en 2006. Dans son ouvrage « Fils d'honneur, mémoire d'un exil sacré » publié récemment aux éditions Asmodée et Dern, il témoigne d'une trajectoire de vie riche et dense. Bonsoir Akbar Abdul Rassoul. Bonsoir Nidia. Bonsoir Christian. Bonsoir Nidia. Alors c'est un témoignage très touchant qu'il nous a livré dans ce livre. Absolument, parce que au-delà des joies, des douleurs et des souffrances qui jalonnent ce récit, pour moi, ce livre, c'est d'abord une déclaration d'amour de son auteur à sa famille, à ses origines indiennes et burundaises, mais aussi à la Suède, où il vit aujourd'hui en exil. Bref, une déclaration d'amour à la vie. Et je voulais, Akbar, pour commencer, vous demander ce que signifie pour vous « fils d'honneur », l'expression que vous avez choisie comme titre pour ce livre. Bonsoir Christian, bonsoir le monde. En fait, un fils d'honneur, c'est un fils qui ne veut pas perdre ses valeurs ancestrales, mais qui veut reformer l'idée de l'honneur. Parce que je suis né dans une culture où la réputation et l'honneur est centrale. Et c'est un livre que je dédie à tous les fils et filles d'honneur dans le monde. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter très brièvement votre famille et cette communauté indo-africaine très présente dans votre livre ? En fait, je suis originaire du Burundi en Afrique centrale, mais je suis de la communauté Koja-Shia Ishnashiri, qui est une communauté indienne ascendance du Gujarat depuis les années 1800. Ma communauté, elle est beaucoup dans l'endogamie, mais dans ma famille, ma grand-mère paternelle, elle est d'origine de la communauté locale africaine. Et comme je l'ai dit, mon papa fut un des premiers des businessmen de son époque, mais comme son commerce avec la dévaluation de la monnaie en 91 dans l'ex-Zaïre, on a dû revenir au Burundi pour recommencer une nouvelle vie. Et c'est là où donc j'ai grandi. Alors, dès l'âge de 12 ans, justement au Burundi, vous étiez une petite star grâce à vos capacités intellectuelles plutôt assez exceptionnelles. Mais à la maison comme à l'école, vos manières efféminées dérangeaient. Alors, illustration avec cet extrait de votre livre que je vais lire. Dès que j'ai franchi le salon, j'ai vu le regard de Bapa, froid, dur, à la fois furieux et blessé. Mamie, elle, avait les yeux remplis de tristesse. Papa m'a appelé, puis, sans un mot, m'a giflé. Je me suis mise à pleurer, je ne comprenais rien. Mes frères, Aoun et Mohamed, étaient là, témoin silencieux. Bapa m'a expliqué qu'il avait fouillé dans mon sac pour y chercher un stylo et qu'il y avait trouvé les produits de maquillage. Il s'était convaincu que je les utilisais moi-même dehors. Ce geste, pour lui, était une preuve de ma féminité. Comment, adolescent, on se construit dans un contexte aussi difficile, Akbar ? D'ailleurs, vous me rappelez des souvenirs vraiment très lointains. C'est parce que cette boîte de maquillage, elle appartenait à un collègue de classe qui l'avait mis par accident dans mon sac. Je le parle dans la page 160. Mais là, c'est encore la notion de l'honneur, que c'est très difficile de vivre dans un... Parce que là, mon père, il a eu comme une dissonance cognitive immédiatement et son honneur a été menacé. Mais à la fois, ce qui est positif de vivre dans un contexte pareil, c'est que d'une personne qui casse les normes comme moi dans l'atypique, c'est que quelque part, quand tu entres dans une maison ou dans un contexte, tu reconnais tout le temps une personne qui t'apprécie et qui ne t'apprécie pas. Et ça, je trouve que c'est une des plus grands cadeaux. Voilà. Alors, ces derniers mois, on l'a vu, Akbar, c'était l'actu. Des pays comme le Ghana ou encore le Sénégal ont voté des lois anti-LGBTQ+. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est trop complexe. D'abord, il y a trop de malcompréhension sur le sujet. Il est trop relaté à la pédocriminalité et aux maladies. En second point, je pense aussi qu'il y a une grande instrumentalisation des religions, surtout l'évangélisation dans les contextes africains chrétiens ou l'islamisme, le radical islam. C'est aussi une manière pour les personnes de ces pays qui demandent des droits contre le chômage, etc., de pouvoir changer la direction de ce que la population demande. Donc, c'est l'instrumentalisation de religion. Il y a aussi une psychose coloniale par rapport à ça, c'est-à-dire que les pays disent que c'est se débarrasser de l'héritage colonial, mais c'est en fait coloniser certains parties de leur pays, de leur population, parce que ces lois étaient des lois qui venaient du code pénal de la reine Victoria du 19e siècle ou de l'impérialisme français. Donc, mais il faut aussi distinguer que dans beaucoup de pays, il y a une différence entre les lois
constitutionnelle et aussi la population en général. Alors, on n'a plus de temps du tout, mais dites-nous en quelques mots, pour vous, quand vous dites que l'exil vous a ancré dans l'essentiel, mais vraiment en une phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut vivre une vie simple avec des hautes valeurs, des valeurs simples. Merci Akbar Abdoul Rassoul. Je rappelle que votre livre Fils d'honneur, mémoire d'un exil sacré est paru aux éditions Asmodée et Déane.